Bonjour à tous, je vous avais promis la deuxième partie de l'énigme René Guénon et les supérieurs inconnus très vite. Donc on va poursuivre aujourd'hui. Et je précise que l'ouvrage est de Louis de Maistre. Ce n'est pas René Guénon qui écrit là, c'est sur René Guénon et les supérieurs inconnus. Donc j'ai retrouvé la page à laquelle j'étais. Donc ça parlait de l'école hermétique de Papus vers 1905. Donc à ce sujet, des traces semblent être présentées dans ses tout premiers écrits, qui témoignent d'une certaine familiarité avec les choses bien cachées auxquelles il fera allusion plus tard, et ce d'autant plus que dans son cas, il faut exclure que ces textes aient été dictés par une inspiration purement littéraire. Une hypothèse de ce genre, qui nous allons le voir n'en exclut pas d'autres, présuppose l'existence de relations énigmatiques non seulement avec les insaisissables instructeurs orientaux, mais aussi avec les coulisses de la mystification taxilienne dont Guénon s'affirmait bien connaisseur. En entrant dans la rédaction de Clarin de la Rive, Guénon ne doit pas être arrivé les mains vides, mais avec un bagage de connaissances qui contribua à renforcer un nécessaire esprit de coopération avec son nouveau confrère, jamais un cours d'information sur certaines intrigues. À cette époque, Guénon possédait-il déjà une connaissance directe des activités entreprises en son temps par l'humble institut d'études kabbalistiques fondé par Louis Le Chartier? Il aurait pu entendre parler de cet institut, entre guillemets, quand il était membre de l'église néognostique, qui cependant ne semblait pas dater depuis longtemps, insuffisamment longtemps en tout cas. Le fondateur de celle-ci, Jules Douanel, avait été en relation étroite avec Le Chartier, et Guénon pourrait avoir obtenu à ce sujet, par le truchement des successeurs du fondateur de l'église gnostique, des informations confidentielles. Outre cette possibilité, il faut prendre en considération l'hypothèse d'une source pour ainsi dire ecclésiastique, représentée non seulement par l'abbé Gombaud, féru d'études sur le vintratisme et le domaine préternaturel, mais aussi par ceux qui s'opposaient alors à la diffusion d'un néo-taxilisme. Enfin, on ne saurait exclure totalement que Guénon, à Paris, ait pu connaître personnellement Paul Rosen, qui s'il n'a pas été un habitué de l'Institut de Le Chartier, n'en était pas moins intellectuellement très proche, au point qu'il est très difficile de soutenir la thèse de son extranéité absolue à cet institut. Quoi qu'il en soit, les liens entre Clarin de la Rive et Guénon ne peuvent pas avoir été antérieurs à 1910 ou 1909. C'est d'ailleurs ce que le second affirma lui-même dans une lettre à Luc Benoît, où parlant de ses articles parus dans La Femme, il dit qu'à partir d'une certaine date, il pouvait y en avoir eu quelques-uns avant, depuis 1909 ou 1910, je ne sais au juste. En vérité, les souvenirs de Guénon semblent en l'espèce très vagues, puisqu'il écrit aussi « Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'antérieur à l'année 1911, en tout cas, ce serait peu important. Si peu important qu'aient été ses contributions au journal de Clarin de la Rive, elles sont confirmées par Olivier de Frémont, qui dans une lettre du 23 août 1934 rappelait à Guénon « Si le journal maçonnique L'Acacia a appris à la RIS qu'en 1909 vous étiez déjà 33e degré du rite écossais et 90e du rite de Mizraïm, nous savons, nous, qu'à cette époque vous écriviez déjà dans la France antimaçonnique et que M. de la Rive était assez averti pour ne pas prendre comme secrétaire de sa rédaction un frère de si haute volée. » Fin de la citation. Si l'on ne saisit pas très bien ce que voulait dire en l'occurrence Olivier de Frémont, on sait en revanche que Guénon utilisa les colonnes de La Femme, donc France antimaçonnique, dès le 1er juillet 1909. Le problème de la nature de la collaboration de Guénon avec Clarin de la Rive, de même que celui de la connaissance des circonstances exactes où elle mûrit, sont sans nul doute difficiles à résoudre. À ce sujet, M.F. James, obéissant aux règles d'une saine simplicité, a observé avec raison que la relation épistolaire entre Guénon et Clarin de la Rive, à l'époque de la gnose, devrait rendre superflues des explications supplémentaires et plus complexes. Un autre auteur, Marie-Sophie André, a cru pouvoir faire remonter les débuts de cette coopération fructueuse à l'invitation adressée par le directeur de la gnose au célèbre anti-maçon à participer à une tenue blanche, à savoir une tenue ouverte aux profanes également, de l'église gnostique. L'amitié naquit entre Clarin de la Rive et Guénon. Le premier serait tombé, tel un impétrant naïf, sous le charme de notre évêque, entre guillemets. Le second aurait tout à coup compris, tel saint Paul sur le chemin de Damas, les raisons de l'antimaçonnisme. Il importe en fait de rappeler que, antérieurement à cette tenue, Clarin de la Rive avait déjà publié le 7 juillet 1910 l'article de T. Palingenius, Les hauts grades maçonniques. De surcroît, il l'avait fait, comme le souligne M.F. James, sans aucun commentaire. Tout ceci rend l'explication avancée plus haut on ne peut plus discutable.
Il est évident qu'entre les deux hommes, un certain lien, pour ne pas dire une certaine complicité, avait déjà été noué avec suffisamment de force avant la tenue. Toutes les hypothèses qui ont été formulées au sujet de la collaboration de Guénon ne pourraient au mieux rendre compte du fait en soi que si Guénon avait été un simple rédacteur ou un conseiller de la femme, en revanche, elles ne sont pas en mesure de justifier les motifs qui ont conduit l'homme averti à confier concrètement son journal à un évêque gnostique et à faire ensuite de celui-ci son secrétaire. L'intervention personnelle, à condition qu'elle ait bien eu lieu, comme l'affirme Rayor, de l'abbé Ferdinand Gombault, grand ami de Guénon, pourrait avoir constitué une garantie suffisante pour refouler les nombreuses méfiances éventuelles de Clarin de la Rive envers T. Palingenius. Cet insigne ecclésiastique, éminent chercheur au savoir quasi encyclopédique, sa bibliographie en fait foi, nourrissait pour le préternaturel un intérêt particulier et érudit. Il s'agissait évidemment d'un intérêt que l'on pouvait appeler professionnel, mais qui avait des rapports avec celui précocement cultivé par son jeune ami Guénon. Ses études sur les apparitions mariales de Tilly-sur-Seul, lieu saint du vintracisme, supposent des enquêtes approfondies sur des faits peu connus et sur un ensemble de phénomènes obscurs, au sujet desquels Guénon, en son temps, se prononcera de manière allusive, donc sans fournir aucun éclaircissement. On ne sait pas jusqu'où allait leur relation intellectuelle, mais le fait qu'ils se soient fréquentés avec une certaine assiduité pendant plusieurs années et partagé une passion commune pour certaines études avait dû se traduire au fil du temps dans une confiance et une familiarité couronnées par une estime réciproque. Très peu crédibles sont donc les jugements de M.F. James sur ces relations, jugements selon lesquels l'abbé aurait complètement ignoré les liens de Guénon avec le monde de l'occulte. Quand il s'agit des personnalités qui ont gravité autour de l'ésotéristes français, en général hommes d'expérience sur le plan psychologique et profondément érudits par ailleurs, cette universitaire canadienne les décrit trop souvent comme des naïfs, totalement ignorant les activités auxquelles se livrait Guénon. Les peut-être et les probables qui parsèment cette histoire, sur laquelle nous ne disposons pas d'informations de première main, sont dus à la prudence naturelle qu'il faut garder en présence d'hypothèses vraisemblables, mais toujours discutables, les circonstances qui virent certaines initiatives de Guénon à la femme étant malheureusement destinées à rester encore inexpliquées. Cette collaboration, pourtant, a un poids énorme dans son œuvre, soit explicitement, comme en témoigne son histoire de la société théosophique, soit implicitement, pour ce qui concerne en particulier le cas des supérieurs inconnus. Par la suite, ce dernier thème ne sera jamais plus traité de manière officielle dans ses écrits, tout en exerçant une grande influence sur la théorie, élaborée au cours des études de Guénon sur l'initiation du centre spirituel suprême, entre guillemets. Il apparaît assez clairement que des thèmes de ce genre ne sont pas sans relation avec la croyance, courante dans les milieux alors fréquentés par Guénon, au complot et à la valeur presque magique qui était réservée au secret, deux sujets auxquels Guénon était extrêmement sensible. Souvent exploités à des fins politiques et sociales très discutables, abordés par des auteurs dont l'imagination glisse dans la paranoïa, astucieusement présents à l'état d'ébauche dans des ouvrages romantiques et romanesques, liquidés par les historiens et les universitaires comme des thèmes indignes d'attention, le complot et le secret n'en sont pas moins deux thèmes qui ne doivent pas être laissés uniquement aux amateurs de littérature fantastique. Dans leur acception la plus commune, ce sont des facteurs presque trop universellement répandus dans l'existence humaine. Trop en tout cas pour que l'on puisse exclure automatiquement qu'ils présentent des aspects plus profonds et plus complexes. Petite parenthèse, on a un bon exemple avec Gérard de Nerval qui a écrit sur les Illuminés, un bon exemple de vérité dite dans des ouvrages romantiques, romanesques, fiction, etc. Mais effectivement, on ne peut pas exclure qu'ils présentent des aspects plus profonds et plus complexes, ces ouvrages-là. Fin de la parenthèse. Bien souvent, on ne peut s'empêcher de penser que l'indifférence ou l'hostilité manifestée à leur égard dans certains milieux n'est que la conséquence d'un préjugé, non le fruit d'une analyse. Il est vrai que pénétrer dans des territoires aussi suspects que celui-ci, où il est difficile de tracer une frontière nette entre vérité, bonne foi et falsification délibérée, reste une entreprise dangereuse. Mais ce n'est pas une bonne raison pour négliger totalement un domaine digne, en fait, d'un grand intérêt. Si l'on se réfère à plusieurs indices provenant de Guénon lui-même, indices qui se rapportent précisément à son nom, la version officielle, celle qui signera les livres écrits par lui, de son individualité indéchiffrable, plongerait ses racines dans la période opaque passée au service de la femme, France antimaçonnique, avant que T. Palingenius, à travers l'indéfinissable entité nommée le Sphinx, se transforme dans la respectable signature de René Guénon.
C'est pourquoi le problème posé par la collaboration à une petite revue peu diffusée cache en fait un grand mystère qui est en relation directe avec une autre intervention énigmatique dans les mêmes pages, intervention elle aussi couverte par la complicité de Clarin de la Rive. Au prochain chapitre, nous ferons plus ample connaissance avec cette autre collaboration étrange, située à l'origine d'un enchaînement d'événements surprenants. Ceci concerne un monde inconnu, où Guénon évolue à son aise et agit avec plus ou moins la même tactique, mais naturellement avec plus de maestria et d'autorité intellectuelle qu'un Léo Taxil ou une Helena Blavatsky. Avant d'en venir à ce point, il nous semble utile de faire encore quelques observations sur le travail effectué par Guénon au sein de la rédaction de la France anti-maçonnique, même si seule la lecture des textes originaux écrits par lui dans le journal de Clarin de la Rive permet d'apprécier ce travail à sa juste mesure. La biographie de Marie-France James est assurément l'ouvrage le plus important qui ait paru sur René Guénon, tant par ses dimensions que par le vaste éventail des sources citées. L'auteur y consacre de nombreuses pages à l'analyse des interventions de Guénon dans les colonnes de La Femme. M.F. James ne s'est pas limité à la polémique, mais a aussi cherché à replacer les matériaux analysés dans leur contexte historique, attirant en particulier l'attention sur les luttes et les désaccords qui déchiraient à l'époque les différents groupements antimaçonniques plus ou moins catholiques. Ces divergences ne portaient pas seulement sur les moyens à utiliser pour combattre l'organisation inspiratrice de la politique anticléricale de la Troisième République, mais aussi sur la stratégie de fond à employer à son égard. Elle laisse souvent transpirer un certain malaise, symptôme de tendance particulière difficile à comprendre et qui ne cadrait pas complètement avec l'objet des luttes en question. Il y a même des cas où il est difficile de croire, contrairement à ce qu'estime l'universitaire catholique, à la parfaite bonne foi de ses ennemis, apparemment implacables de la franc-maçonnerie. Dans leur intransigeance, c'est par exemple le cas d'un Flavien Brenier, il y a parfois quelque chose qui n'emporte pas pleinement la conviction. On peut en outre souligner que le climat où se déroulaient ces luttes n'était pas des plus sereins, l'apparition du moindre désaccord provoquant l'accusation de travailler en réalité pour l'adversaire. Les profondes différences qui se manifestaient parfois en ces circonstances devenaient alors l'occasion de régler des comptes non sans rapport avec des rivalités jamais apaisées. Le désir d'imposer à tout prix ses arguments conduisait ainsi à l'utilisation des méthodes de combat fondées sur l'insulte, le soupçon et souvent la diffamation que l'on reprochait aux adversaires, qu'ils fussent francs-maçons ou occultistes. Derrière ces dissensions, M.F. James a cru découvrir les traces de périlleuses infiltrations dans les milieux antimaçonniques. Assurément, pareilles infiltrations n'ont pas manqué, mais en l'espèce, elles ne concernent pas le cas de Guénon, qui s'est présenté au directeur de La Femme pour ce qu'il était. À l'égard de notre métaphysicien, M.F. James a manifesté une forte aversion, au point que son livre ressemble plus à une hagiographie inversée qu'à un véritable ouvrage scientifique. Le résultat, c'est que cet imposant travail, à cause des sentiments personnels qui s'y expriment, apparaît peu objectif. Les thèses développées par l'universitaire canadienne fonctionnent à sens unique, témoignant d'une certaine imprécision dans l'interprétation des faits et d'un choix parfois peu pertinent en ce qui concerne les sources. Il est vraiment dommage que M.F. James n'ait pas toujours utilisé de façon optimale la documentation dont elle disposait. Si elle était restée plus près des faits objectifs, elle aurait sans doute pu trouver pour l'objet de sa recherche de plus forts soutiens au bénéfice de ses thèses. Il n'en faut pas moins reconnaître en elle l'auteur qui, plus que tout autre peut-être, s'est le plus rapproché de certaines vérités dérangeantes sur les rapports de Guénon avec Clarin de la Rive, notamment en saisissant dans leur cas l'importance de la mystification taxilienne et de ses conséquences. En outre, guidé en cela par des recherches antérieures, comme celle de Jean-Pierre Laurent, M.F. James a bien fait ressortir les deux périodes en lesquelles on peut ranger les interventions de Guénon dans la France antimaçonnique, même si la façon dont était conçu ce journal rend très difficile de fixer des repères précis. La première de ces périodes coïncide approximativement avec celle de la publication de l'organe néognostique dont T. Palingenius était le directeur. On pourrait qualifier cette collaboration initiale à la France antimaçonnique d'involontaire ou passive. Elle est formée principalement d'un certain nombre d'interventions épistolaires de Guénon dans la rubrique Tribune pour tous, espace réservé par Clarin de la Rive à d'éventuels adversaires. C'est ainsi que paraissent plusieurs lettres signées T. Palingenius et adressées à certaines personnalités néo-spiritualistes, dont Albert Jounet, H. de Villers et Adolphe Alaïza, directeur de la revue La Rénovation. Outre ces lettres, La Femme publie la reproduction intégrale de l'article Léogramme maçonnique, le 7 juillet 1910, déjà cité,
puis remarque sur la production des nombres le 28 juillet 1910. Et ceci sans la moindre analyse critique, souligne M.F. James, non sans irritation et stupeur devant ce qu'elle considère être une complicité de Clarin de la Rive, qui s'est fait le promoteur d'une publicité non indispensable en faveur de sa grâce T. Palingenius. Il est vrai que le 14 avril 1910, le directeur de la Femme n'avait pas pu s'empêcher de faire quelques remarques caustiques à propos de Palingenius, qui dans la gnose de mars 1910 avait fourni une interprétation particulièrement discutable des faits concernant la fuite à Darjeeling du Dalai Lama. Mais cela ressemblait plus à une fausse note qu'à un désaccord de fond entre les deux directeurs. Clarin de la Rive ne pouvait certes pas passer sous silence les affirmations difficilement acceptables faites par Palingenius sur les déplacements de la plus grande autorité lamaïste et sur la politique anglaise en Asie centrale. De fait, ce que Guénon avait écrit non seulement s'écartait des événements tels qu'ils s'étaient effectivement vérifiés, mais contenait aussi un jugement peu équanime à l'égard d'un pays infortuné en lutte pour son indépendance politique et culturelle, puisqu'il considérait le Tibet comme une province de la Chine. En mai 1911, enfin, fut insérée dans La Femme, France antimaçonnique, une importante note de T. Palingenius, déjà parue dans La Gnose au début de la même année, sous le titre emblématique de « Ce que nous ne sommes pas ». À travers cette note, Guénon s'adressait à ses lecteurs, précisant ce qui le distinguait des occultistes et des néo-spiritualistes. Le haut dignitaire gnostique qui confirmait son adhésion à la vraie tradition, avec un T majuscule, déclaration qui, à vrai dire, faisait un contraste strident avec le titre pseudo-ecclésiastique affiché. Cette fois, il s'agissait d'un véritable hommage rendu par De la Rive à Guénon, d'une publicité déclarée faite sans aucune arrière-pensée, une façon d'accueillir en renonçant à toute présentation critique une série d'affirmations pour le moins discutables, parues à l'origine dans l'organe officiel d'une église gnostique à la douteuse légitimité. Que faut-il penser d'un auteur qui, depuis les colonnes d'une publication officiellement consacrée au gnosticisme, et qui se réfère explicitement à l'un des sous-produits les plus suspects de l'occultisme fin de siècle, celui de Jules Douanel pour être clair, proclamait « Nous sommes les adversaires irréductibles de toute hérésie et de tout modernisme ». Par ailleurs, à quoi renvoyer cette tradition orthodoxe à laquelle Palingenius déclarait être fermement attaché, affirmation pouvant être rapprochée de ce qu'il écrivit en une autre occasion lorsqu'il assura « Nous ne sommes point des néognostiques ». Ces assertions permettent de supposer que Guénon, tout en précisant sa position personnelle, avait au fond bien peu d'estime pour ce que l'on professait dans le milieu gnostique, dont il était cependant un membre éminent. Ces assertions, de toute façon, s'accordaient très mal avec les faits et sa qualité non répudiée, mais au contraire fièrement affichée d'évêque. C'est plus ou moins à partir de 1911 que la collaboration de Guénon à la France antimaçonnique doit avoir pris un caractère pour ainsi dire actif. Bien vite, il s'y taille une place importante et dans une large mesure méritée. Habile et sans scrupules pour se gagner les bonnes grâces des lecteurs de la revue et de son directeur, Guénon, en prenant pour cible Henri Bergson, se servira même d'un certain antisémitisme alors répandu dans ces milieux. Loin de marquer le début de cette coopération, comme l'ont affirmé certains, l'étude intitulée L'initiation du frère Bonaparte, parue le 31 juillet 1913, mais signée par Clarin de la Rive, ne représente qu'une étape intermédiaire, après laquelle la présence du Sphinx dans la France antimaçonnique sera constante. On remarque aussi les signatures d'Olivier de Frémont, Louis d'Asté et Paul Copin-Albancelli, celle de Clarin de la Rive s'espaçant peu à peu, sans doute pour des raisons de santé, mais dans la dernière période de vie du journal, c'est Guénon qui se taille la part du lion, jouant ainsi un rôle analogue à celui de Charles Nicoulot à la RISS. Bien que la RISS fût citée par la Femme comme une publication faisant autorité, alors, RISS, la Femme, etc., ce sont des abréviations qui nous ramènent à mon introduction de la partie 1 de cette vidéo dans laquelle je cite à quoi correspondent toutes les abréviations. Donc je vous laisse vous y référer. Donc Guénon lui aussi s'en servira comme source d'information. C'est précisément avec Nicoulot qu'il aura une célèbre polémique sur les supérieurs inconnus, longuement analysée par M.F. James. Cette polémique a malheureusement été trop négligée par les défenseurs de Guénon. La lecture de ces textes laisserait sans nul doute très perplexes même les lecteurs les plus fidèles du métaphysicien français. Pourtant, elle seule peut faire entrevoir la complexité de certaines vicissitudes, y compris personnelles, obscures et impénétrables, qui forment l'arrière-plan de ces diatribes. On a là le complément d'une série de considérations de nature historique et doctrinale, d'un grand intérêt, expression de la mentalité vraiment hors du commun du Sphinx. Si la trame qui est au fondement de cette controverse est abstruse et énigmatique,
Que dire des fins que la controverse était censée poursuivre? On ne peut que constater que Clarin de la Rive, évidemment convaincu de la valeur et de l'opportunité des arguments de Guénon sur la façon de traiter la question des supérieurs inconnus, lui a laissé toute liberté de parole. Pour éviter d'adresser des critiques directes au directeur de la France antimaçonnique, M.F. James a cru bon de s'en prendre à un de ses amis, l'ex-maçon Copin Albancelli, et ce dans la claire intention de trouver une certaine affinité entre son cas et celui de Guénon. Elle voit dans leur action une tentative d'inspirer et de développer un courant catholique favorable à la maçonnerie dite traditionnelle. Fin de citation. Mais si M.F. James peut alléguer quelques raisons allant dans ce sens en ce qui concerne le Sphinx, qui constitue de toute manière un cas très complexe, ses soupçons visant Copin Albancelli sont en revanche gratuits. Curieusement, l'opinion que l'universitaire canadienne s'est faite sur Guénon coïncide au moins partiellement avec celle de Jean Bello, haut dignitaire de la franc-maçonnerie, donc de la partie opposée de la barricade, qui a écrit, je cite, « Les articles de Guénon n'attaquent pas la franc-maçonnerie quant à sa qualité de groupement traditionnel, mais en dénoncent les déformations dont à l'époque les stigmates sont nombreux et concordants. La pensée exprimée est inattaquable, le support n'en est pas moins malencontreux. Son choix apporte un aliment à des campagnes moins fondées et moins objectives. On a beaucoup reproché à Guénon cette collaboration. Elle est fâcheuse mais explicable, ses mobiles exacts, loin d'exprimer une hostilité, attestent une confiance déçue et l'espoir d'un redressement. » Fin de citation. Donc, d'une confiance déçue en la franc-maçonnerie et l'espoir d'un redressement de la franc-maçonnerie. D'accord, bien que pour des raisons opposées, pour juger malencontreux le support adopté, M.F. James et Jean Bello semblent considérer Guénon comme l'artisan d'un redressement spirituel de la franc-maçonnerie, dont le but inavoué eût été d'aplanir les malentendus et difficultés existant entre cette dernière et l'Église catholique. Mais le problème de la collaboration de Guénon ne peut pas être réglé par de telles explications, au demeurant démenti par le contenu même des articles qui ne s'accordent pas complètement avec la position que Guénon défendra ensuite envers la franc-maçonnerie. Plus tard, en effet, sans épargner à cette organisation des critiques pour ses déviations politiques et sociales, il la retiendra, sans aucune restriction, d'une importance fondamentale à cause de ses supposées potentialités initiatiques pour le destin spirituel de l'Occident. En résumé, Guénon avait assurément des opinions différentes de celles défendues par le groupe de Clarin de la Rive et qui réunissait des hommes comme Louis d'Astée et Benjamin Fabre, pseudonyme de Jean Guiraud. Mais ce n'est pas cette différence d'opinion qui peut rendre raison du contenu déconcertant de ce que Guénon a écrit dans la France antimaçonnique sur la théorie des sociétés secrètes superposées, sur le pouvoir occulte, sur la direction unique de la secte par des agents inconnus, juifs ou autres, instruments des supérieurs inconnus de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle. Tous ces thèmes, qui n'étaient pas alors des nouveautés absolues, n'en furent pas moins traités par Guénon sous une forme inédite et inhabituelle, et qui présente l'inconvénient de laisser dans le vague ses réelles convictions de l'époque sur ces sujets. Guénon décrit en effet avec une compétence certaine le caractère et les activités des agents directs des supérieurs inconnus, mais ne dit rien sur la légitimité ou l'illégitimité d'un point de vue authentiquement spirituel de leur action et sur la véritable origine de leur mission. Dans un contexte saturé de mystères et d'allusions incompréhensibles, où les énigmes semblent destinées à rester sans solution, Guénon ne pouvait assurément pas trouver meilleur pseudonyme que le Sphinx, figure symbolique particulièrement chère aux occultistes. Mais à qui échut le sort du malheureux Oedipe? À Charles Nicolot, naturellement, l'astrologue fort Malo, grand spécialiste de mystique diabolique, divine et naturelle, homme de foi, monarchiste et ultramontain, initié par devoir professionnel aux sciences maudites, adversaire somme toute courtois du Sphinx. Mais ce sort, il le partagea en fait avec tout le public de la revue, qui, face aux énigmes verbales du monstre thébain, n'aura certes pas eu de mal à s'identifier au fils de Laios, incapable de jamais deviner le sens caché de ses arcanes, protégé par le voile d'un antimaçonnisme incertain. Au fond, Guénon semble ne pas se soucier des difficultés de compréhension des lecteurs catholiques auxquels il s'adressait. Ceci est prouvé par la teneur souvent absconse et insolite de ses développements. Les affirmations de M.F. James, qui voit dans la tactique de Guénon une espèce de cheval de Troie pour répandre un état d'esprit favorable à la secte et à l'occultisme dans les milieux sociaux impossibles à toucher autrement, nous paraissent assez discutables et partielles. Elle n'explique pas, répétons-le, pourquoi Clarin de la Rive, expert confirmé en la matière, a accordé tant d'espace à son nouveau collaborateur, appelé non pour combler quelques vides rédactionnels, mais afin qu'il puisse exprimer librement ses opinions.
En fait, les soupçons de l'universitaire canadienne sont des soupçons rien moins que faciles à démontrer. Pour parvenir à pénétrer dans la trame d'événements si compliqués, il faudrait pouvoir saisir le cadre qui abrita les hostilités apparentes de complices et les alliances apparentes d'adversaires, donc dépasser de beaucoup le cas personnel du Sphinx. À ce sujet, Noël Maurice Denis Boulet a écrit dans son importante étude consacrée à son ami d'antan, je cite, Actuellement, en lisant les articles de la France antimaçonnique à laquelle Guénon collabora, sous la signature Le Sphinx, avec Delarive en 1913-14, et ceux de la Revue internationale des sociétés secrètes, très excités contre Guénon, en 1927 et plus tard, on a bien l'impression que des maçons d'obédience opposée s'étaient introduits les uns dans une revue, les autres dans l'autre, pour se combattre sous le couvert des anti-maçons. Pour comprendre l'impression dont parle cet auteur catholique, il faut plus qu'une simple lecture de ces pages. Car à moins d'être au fait de certaines coulisses, l'appartenance de ces crypto-maçons à des obédiences opposées ne ressort pas avec clarté. L'auteur que nous venons de citer était une personne trop consciencieuse et prudente pour s'exprimer à la légère sur des hommes qui, officiellement du moins, avaient pris l'engagement de défendre la cause catholique. Il est donc logique de penser que son impression reposait sur une connaissance plus ou moins sûre, bien que lointaine, de ces faits. Par ailleurs, il est singulier que M.F. James, pourtant très hostile à Guénon, ait exprimé des opinions qui semblent confirmer, fût-ce indirectement, l'impression de Noël Maurice Denis Boulet. Je cite, Comme il paraît assez étonnant qu'à travers les nombreux enchevêtrements du mouvement antimaçonnique on n'ait pas réussi à identifier le Sphinx, on pourrait à juste titre se demander s'il ne choisit pas là d'un jeu subtil que de part et d'autre, et pour l'intérêt de la polémique, on aurait cru bon de respecter sur le papier. Pourtant, il semble bien que pendant le déroulement de la polémique, tout au moins, on ait complètement ignoré l'identité du Sphinx à la RISS. Personnellement, nous ne croyons pas du tout que l'identité du Sphinx soit restée, au moins pour quelques rédacteurs de la revue de Monseigneur Juin, complètement ignorée, et la concession vraiment curieuse au jeu subtil auquel on se serait livré pour le plaisir de la polémique n'est assurément pas faite pour entamer notre conviction. La faune de l'antimaçonnisme comprenait aussi des hommes mûrs et réfléchis, ayant appris dans différentes écoles à se servir d'une atmosphère spécieuse et sombre, lourde de pseudo-secrets, les vrais secrets n'étaient pas destinés à être révélés au premier venu, pour captiver un public plus avide du sensationnel que de la vérité. Pour des raisons de ce type, étant donné le genre de personnages impliqués dans des intrigues, la véritable identité du Sphinx ne devait pas être, pour la rédaction de la RSS et peut-être même ailleurs, un secret absolument hermétique, inviolable. En revanche, il nous paraît certain qu'en 1913-14, l'un des protagonistes de cette polémique, Gustave Bord, ignorait complètement que René Guénon se cachait derrière le masque du monstre thébain. Historien rigoureux de formation catholique, homme d'une grande probité, a visé on ne sait comment à la rédaction d'une revue dont il ne partageait pas à coup sûr quelques-unes des principales orientations, Bord devait se soucier assez peu des intrigues échafaudées dans certains milieux, du moins tant que ces intrigues n'étaient pas dirigées contre lui. La difficulté de retrouver des documents et témoignages fiables sur cette période de la vie de Guénon constitue un obstacle quasi insurmontable à la compréhension des rapports réels qu'il entretenait avec ses amis et ses adversaires. Il est en revanche moins difficile de saisir la nature des thèmes autour desquels les polémiques se développaient ainsi que celles des autres travaux de Guénon parus dans La Femme. L'élément principal de ces interventions, c'était la croyance en un pouvoir occulte central sur lequel Copin-Albancelli avait dès 1902 écrit une brochure exploitant ainsi un thème très populaire dans le milieu antimaçonnique. Copin-Albancelli avait donc, en ce domaine, précédé le Sphinx, mais c'était celui qui allait devenir le porte-parole autorisé de cette théorie. Ce thème, assez difficile à aborder de manière objective, connaissait alors un regain de faveur chez les antimaçons, suscitant parmi eux une grande attention et de vifs débats, au moment même où l'intérêt pour l'occultisme semblait décliner parmi le grand public. Il ne s'agissait pas encore d'un déclin irréversible, mais le climat d'affrontement entre les catholiques et leurs adversaires, dont la base était fournie par les questions maçonniques et occultes, cédait peu à peu devant l'inquiétude et le pressentiment d'événements bien plus tragiques qui frappaient aux portes de l'histoire. Pour leur part, la Femme et la RIS, donc France antimaçonnique, semblaient tout faire pour enrayer cette baisse de tension, le maintien de celle-ci étant en quelque sorte leur raison d'être. Avec une fois de plus un renvoi à l'Humanum Genus de Léon XIII, la plus célèbre des encycliques antimaçonniques, Clarin de la Rive et Guénon publieront dans leur journal une longue série d'articles et de notes sur les sociétés plus ou moins secrètes dispersées de par le monde. Le néo-druidisme, notice sur les diverses sociétés secrètes américaines qui ne sont pas officiellement rattachées à la franc-maçonnerie,
Notice sur les diverses sociétés secrètes anglaises qui sont rattachées à la franc-maçonnerie anglaise. Tels sont quelques-uns des titres des articles dont le contenu était en général sans équivoque. Le tout fut complété par une grande quantité d'entrefilets, commentaires et notes sur des articles provenant d'autres sources. Ces matériaux comprenant des informations de valeur inégale feront plus tard partie de la documentation réunie dans le Théosophisme, livre qui vaudra à Guénon une réputation méritée, peut-être excessivement méritée sous certains aspects. Il faut ajouter aux contributions que l'on vient de rappeler un autre article important du Sphinx, article qui en un sens venait couronner les considérations développées lors de la polémique avec la RISS sur les supérieurs inconnus, ainsi que les travaux documentaires signalés à l'instant. Il s'agit de l'article « Réflexion à propos du pouvoir occulte ». Celui-ci prenait prétexte de quelques considérations politiques sur le socialisme de l'inévitable copain Albancelli et d'une note des cahiers romains sur l'antisectarisme pour développer le thème de la hiérarchie des différents pouvoirs et de leur action. Celle-ci, par le truchement de personnages mystérieux, visait à inspirer et à créer dans l'opinion publique des états d'esprit en mesure de la conditionner dans tous ses choix. Cet article cherchait donc à organiser et à systématiser rationnellement l'étude des sociétés secrètes du point de vue de ce qui avait été appelé science antimaçonnique, science dans laquelle le Sphinx semblait se tenir parfaitement à son aise. Il est intéressant de souligner que l'on trouve dans cet article une phrase qui paraît annoncer ce que Guénon dira beaucoup plus tard, dans un contexte évidemment très différent, sur le centre initiatique suprême. Après avoir mentionné, en s'adaptant bien sûr aux théories du milieu où il agissait, le rôle décisif de l'élément juif dans le pouvoir central de l'Occident, et son incompatibilité, à cause de sa caractéristique intrinsèque, avec les pouvoirs occultes orientaux, Guénon affirmait, je cite, « Quant aux communications indirectes possibles, malgré tout, entre le pouvoir occulte central de l'Occident et certains pouvoirs plus ou moins analogues qui existent en Orient, tout ce que l'on peut en dire, c'est qu'elles ne pourraient résulter que d'une organisation dont les moyens nous échappent. » Fin de citation. Chapitre 2, le Swami Narad Muni et les mystères de l'Agartha. Une visite vraiment étrange, Narad Muni entre spiritisme et théosophisme, de la Teshumaru à l'Agartha, Ossendowski et les questions soulevées par un plagiat, Ossendowski précurseur de Guénon, à l'école d'un pandit, Alfred Koubin prophète de l'Agartha, le grand combat des polaires, veilleurs, supérieurs inconnus et gourous hindous, à la recherche d'un centre occulte. Une visite vraiment étrange. Dans la petite biographie que Paul Chacornac a consacrée à René Guénon, l'éditeur de la revue Études traditionnelles écrit, je cite, « Dans sa période de collaboration à la France antimaçonnique, et déjà auparavant, Guénon fut en relation avec un personnage assez énigmatique qui publia dans la même revue une série d'articles critiques très violents sur la société théosophique sous la signature Swami Narad Muni. Le personnage, assez énigmatique, est sans doute celui-là auquel faisait allusion Jean Rayor quand il parlait de l'un des hindous qui ont réuni la documentation utilisée par Guénon sur le théosophisme. Cette phrase appartient précisément à un article intitulé « À propos des maîtres de René Guénon », article par lequel ce proche collaborateur de Guénon entendait répondre à la perplexité exprimée par André Préau dans le numéro 342 des Cahiers du Sud sur l'existence réelle de ces maîtres. Observons en passant que le moment choisi par Préau pour mettre en doute la parole de Guénon est pour le moins discutable, puisque cet auteur a attendu la disparition du métaphysicien avant d'exprimer pareil doute. L'adjectif énigmatique, souvent employé à tort et à travers, était en l'occurrence utilisé de manière très appropriée. Extraordinaire fut en effet l'entrée de ce prétendu hindou dans la rédaction de la France antimaçonnique, même si cette apparition se fit par le recours aux expédients les plus conventionnels, habituellement utilisés dans les séances spirites, chose étonnante si on songe que le déroulement des faits était narré par un organe de presse qui était censé combattre le spiritisme. S'il s'agit là d'un des gourous dont dépendait Guénon, on peut dire que son entrée en scène fut déconcertante. Ce qui était habituellement dénoncé dans la revue catholique comme vulgaire tromperie ou fruit d'une inspiration diabolique, fut employé dans ce cas précis sans trop de scrupules. Si l'on garde présent à l'esprit le cadre global dans lequel le maître manifesta sa présence, ainsi que le silence tombal qui entoura ensuite le personnage, si l'on prend en compte l'énigme de son origine et de sa personne, on peut à bon droit parler de ce Swami comme d'un individu vraiment insaisissable. C'est au beau milieu d'une tentative de traduction d'un mantra indien, opérée par un missionnaire en présence de Clarin de la Rive, qu'apparaît, semblable au génie de la lampe d'Aladin, ou à un Mahatma, en mousseline et en baudruche, la figure éthérée de ce soi-disant gourou hindou,
Involontairement et imprudemment évoqué depuis les profondeurs insondables du monde astral, il se manifeste aux apprentis sorciers aussi effarés que téméraires, sous le titre grandiloquent de chef de l'Observatoire européen de la True Truth Sommage, d'Adyar, société secrète dont il est parfaitement vain de chercher la trace dans le sous-continent indien. La magique apparition, sur les circonstances de laquelle revient le numéro 42 de la France antimaçonnique, est entourée de toutes les anecdotes triviales que l'on rencontre inévitablement quand des gens se réunissent autour d'un guéridon. Depuis l'image fluctuant dans l'espace jusqu'aux communications par voie astrale, le Swami apparaît en adoptant les expédients qu'il trouvera ensuite si condamnables lorsqu'il s'étendra sur les embrouilles de Madame Blavatsky. Si l'événement ne nous était pas certifié par l'ultra-catholique et anti-maçon intransigeant Clarin de la Rive, il ne resterait pas grand-chose de sérieux à dire sur un phénomène digne seulement d'une quelconque revue spirite. Mais même en présence d'une garantie si autorisée, quel crédit faut-il accorder à un phénomène extra-naturel d'une si médiocre facture, au fond? Ne s'agissait-il pas d'un spectacle plus conforme à un public de jobards en quête de sensations fortes, collecteur d'une revue engagée dans la défense de la religion et de la morale, qui prétendait en outre s'appuyer sur une documentation de caractère scientifique? En dépit des apparences sous lesquelles se déroula ce que l'on pourrait prendre pour une lamentable mise en scène, l'étrange visite mérite plus de considération qu'on ne pourrait croire. Quant à la difficile recherche du motif pour lequel Clarin de la Rive eut recours à une opération si fantastique afin d'introduire ce collaborateur inattendu, c'est une toute autre affaire. S'il était établi que, d'accord avec son entourage, qui devait en l'espèce se limiter au seul René Guénon, il voulut publier les pages signées Narad Mani en utilisant de tels moyens à des fins publicitaires, il faudrait l'en blâmer, puisqu'il s'agit de moyens indignes d'être présentés à des lecteurs que l'on respecte. À moins de croire vraiment à la version des faits fournie par le directeur de la France antimaçonnique, ce qui ne semble pas devoir être le cas, on peut une fois de plus entrevoir chez ce dernier, malgré son certificat de catholicité, des aspects obscurs associés à une certaine tendance à se servir de moyens fort peu orthodoxes. Quoi qu'il en soit, les résultats du voyage dans l'astral de notre Swami sont dignes de la plus grande attention. Il était plus encore à l'époque, soit à un moment où les matériaux critiques produits sur la création de la ST étaient loin d'être systématiquement utilisés et diffusés auprès du public. Au beau milieu de ses performances, Narad Mani est capable de transmettre par voie magique non seulement sa signature et sa photo, mais encore, et en une seule fois, le fruit intégral de sa collaboration. Il projette en effet une pluie abondante de petites feuilles de papier remplies d'une écriture d'une régularité extraordinaire, le tout complété par une série de portraits précipités d'une exécution remarquable. Le message exceptionnel, résumé sous le titre éloquent de Baptême de lumière, note pour servir à l'histoire de la société théosophique, fut sans doute pour la modeste revue antimaçonnique ce que l'on appelle aujourd'hui un scoop. Assez faiblement diffusé au départ, la contribution de Narad Mani allait plus tard franchir de beaucoup les frontières de la petite revue. Ces notes constitueront en effet la première mouture d'un des livres qui feront de Guénon, lequel ne citera jamais sa source, un écrivain connu du grand public. Elles formeront tout simplement le noyau de l'essai Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion, ouvrage très réputé, bien que, à le considérer globalement, ils contiennent d'assez nombreux points critiquables sous l'angle précisément de l'exactitude historique et documentaire. L'impression que l'on retire d'une première lecture des pages de Narad Mani, c'est qu'elles ne peuvent pas être attribuées à l'un de ces hindous orthodoxes dont Guénon parlait volontiers. Elles semblent plutôt dues à la plume d'un occultiste. Quant au français assez peu correct dans lequel elles sont écrites, sans oublier quelques anglicismes, cela suggère qu'il pourrait s'agir de la traduction d'un texte écrit à l'origine, mais ce n'est pas absolument certain, en anglais. Ce qui paraît plus sûr, en revanche, c'est que leur auteur n'excellait pas dans le domaine de l'intellectualité pure. En d'autres circonstances, ces relents néo-spiritualistes eussent été une bonne cible pour les critiques d'un René Guénon. Cette impression est renforcée non seulement par la déplorable mise en scène de la présentation du Swami, mais encore par son supposé portrait photographique que Chacornac, qui n'en ignorait pas l'existence, s'est bien gardé de reproduire dans la biographie qu'il a consacrée à Guénon, portrait qu'il représente dans une pose théâtrale et bardé comme un maharaja d'opérette. D'ailleurs, le nom même donné à la prétendue société d'Adyar, qui comporte une nuance polémique, puisqu'il s'agissait évidemment de s'opposer à une false untruth sommage, est si affecté qu'il ne peut que soulever une légitime méfiance. En net contraste avec l'impression négative que l'on retire de l'image de ce soi-disant oriental, il y a le témoignage de Guénon, qui a toujours laissé entendre et explicitement affirmer que l'idée de ce livre, le théosophisme, nous avait été depuis longtemps suggérée par des hindous, qui nous ont d'ailleurs fourni la documentation. Mais cette affirmation provient d'une source rien moins que désintéressée,
Et c'est précisément pour cette raison qu'elle devrait être accueillie avec beaucoup de circonspection, sinon avec scepticisme. Pour autant, sur ce sujet, des impressions ne sauraient suffire à trancher, et l'on ne peut pas exclure qu'il y eut réellement derrière cette collaboration un oriental, mais dont la véritable origine et l'appartenance effective sont à établir entièrement. Quant au terme de documentation employé par Guénon, il faut préciser qu'il ne convient que partiellement au type d'opération qu'il est censé désigner. Guénon s'étant le plus souvent contenté d'incorporer purement et simplement dans de nombreuses pages du théosophisme ce qui avait été exposé par Narad Mani. Dire qu'un oriental était effectivement derrière cette collaboration ne signifie pas qu'il doive nécessairement en avoir été l'auteur direct, ni même l'inspirateur immédiat. Il suffit qu'il ait été le simple coordinateur de ce travail, responsable en dernière instance non seulement des pages sur l'histoire de la ST, Société théosophique, mais d'une série d'autres contributions intéressantes parues dans la France antimaçonnique. À ce sujet, Guénon précisa à Luc Benoît, dans une lettre du 2 juillet 1934, que le Swami Narad Mani a d'ailleurs existé, car je l'ai connu, mais je pense que dans les circonstances, il n'a fait que donner sa signature. Cette dernière éventualité semble nier une responsabilité directe de Narad Mani, chose dont on ne devrait pas douter quand on lit Baptême de lumière. On peut de toute façon observer que dans ces pages, la grande pauvreté conceptuelle de l'exposé et les nombreuses erreurs historiques forment un étrange contraste avec la précision des citations. Il faut ajouter que la qualité intellectuelle du texte produit n'est pas un élément en mesure d'exclure la présence d'une connaissance plus solide chez son inspirateur. On connaît d'autres exemples d'orientaux authentiques, même si le cas de Narad Mani est certainement différent, doté d'une appréciable formation culturelle et dans le même temps disciple du spiritisme ou à l'occasion auteur de textes insipides. Pour donner un exemple concret, rappelons le premier gourou d'Annie Besant, J.N. Chakravarti, qui prononça un discours d'une désolante banalité devant le Parlement des religions, réuni à Chicago en 1893. Quant aux connaissances de Narad Mani, ou si certaines hypothèses s'avéraient justes du groupe qu'il représentait, elles se révèlent, outre ce qu'il transpire de certaines pages du Baptême de lumière dans ses nombreuses contributions parues dans la France antimaçonnique. Ces articles avaient pour objet les rapports de la ST avec la franc-maçonnerie et les autres organisations liées à celle-ci, ainsi que les relations de tout ce monde avec la politique anglo-indienne officieuse de l'impérialisme britannique. Une partie de ces matériaux a été réélaborée plus tard par Guénon, qui s'en servit pour combattre le néo-spiritualisme théosophiste. Cette tâche ne fut menée à bien qu'en apparence, Guénon n'ayant pas pris suffisamment soin de contrôler l'exactitude de ses sources ou d'approfondir ses propres recherches pour illustrer, comme il eût fallu, certains événements. Il faut d'ailleurs souligner que lorsque Guénon devait traiter des domaines contingents, mais non pour autant négligeables, il ne faisait pas toujours preuve de la même rigueur que lorsqu'il écrivait sur des sujets métaphysiques. Narad Mani entre spiritisme et théosophisme. Les textes attribués à l'insaisissable Narad Mani ne possèdent pas, même en 1911, et ne serait-ce que du seul point de vue documentaire, le caractère de nouveauté que l'on était en droit d'attendre après une entrée en scène si peu ordinaire. La plupart du temps, ils font référence à des sources presque exclusivement anglaises, déjà bien connues à l'époque, comme le confirme du reste implicitement et honnêtement l'auteur, en donnant toujours de façon correcte les références exactes. Malgré tout, la réunion d'un certain nombre d'informations sur les stratagèmes et expédients dont s'était servie Madame Blavatsky pour fonder et répandre la ST, Société théosophique, constitue à l'époque un événement assez important pour un public de langue française. En outre, bien que les épisodes narrés fussent déjà connus, le Swami se montrait informé également sur certains dessous encore complètement ignorés à l'époque. Bref, l'auteur des articles était quelqu'un qui, s'il n'avait pas participé directement à certains événements, avait en tout cas été en contact avec plusieurs personnalités et les avait connues de près. Si précis que voulut être le chef de l'observatoire de la Truth Sommage d'Adyar, il ne sut pas éviter des lacunes, des erreurs et même des anachronismes. Péché véniel chez un compilateur peut être obligé de travailler un peu grossièrement, sans accès direct aux sources. Ces faiblesses pourtant n'apparaissent pas comme de simples incidents de parcours, mais comme le résultat de ce qui devait constituer une méthode, véritable marque de fabrique de ceux qui se proposaient, à travers ces pages, d'attaquer HPB, donc Blavatsky, et sa créature, sans d'ailleurs rien dire de vraiment essentiel sur les véritables origines de la ST elle-même. L'une de ces inconséquences sur lesquelles il convint de s'arrêter, pour sa valeur d'illustration, concerne une note qui affirme « L'esprit de John King disait avoir incarné un certain Henri de Morgan ».
En l'occurrence, notre hindou, bien que citant correctement l'édition de 1885 du premier tome de Old Diary Leaves de H.S. Olcott, d'où l'information est tirée, ne semble pourtant pas l'avoir consulté. S'il l'avait fait, il se serait aperçu que le certain personnage n'était autre que le célèbre boucanier du XVIIe siècle, devenu en son temps lord et vice-gouverneur de la Jamaïque. Cette erreur du Swami fut promptement et fidèlement reproduite par Guénon, qui se soucia d'ailleurs de chercher le mystérieux Henri de Morgan parmi quelques personnalités contemporaines de la fondation de la Société théosophique. Malgré l'aveuglement dont il fut victime, et qui n'est que l'une des nombreuses erreurs disséminées dans les premiers chapitres du théosophisme, il se peut que Guénon, à propos de cette confusion concernant de Morgan, ait trouvé sans le vouloir la bonne voie conduisant à la véritable identité. Il faut néanmoins ajouter qu'il ne s'agit que là d'une supposition. Elle concerne, nous le verrons, un personnage historique ayant bel et bien vécu au XIXe siècle. Dans Baptême de lumière, Narad Mani mentionne une prétendue prophétie d'Eliphas Lévi, donc le pseudo de l'abbé Alphonse-Louis Constant, qui affirmait qu'en 1879, les clés de l'Orient seraient aux mains de la nation qui a la vie et l'activité la plus intelligente. Le Swami met cette vaticination de façon arbitraire et sans qu'on en comprenne la raison en relation avec les débuts de la mission indienne de H.P. Blavatsky. Plus tard, des éclaircissements, ou supposait-elle, sur cette prophétie viendront de Guénon lui-même, qui soutenait que certains Anglais qui la connaissaient ont pu effectivement la prendre au sérieux et même tenter d'en aider la réalisation. Selon cette interprétation, la nation à laquelle certains auraient songé aurait donc été de toute évidence l'Angleterre, même s'il est clair, détail que Guénon semblait ignorer complètement puisqu'il avait plutôt tendance à penser le contraire, qu'Eliphas Lévi avait en vue en réalité et explicitement la France. Il se peut qu'il ne s'agisse pas dans le cas de Guénon d'une simple erreur. Peut-être avait-il l'intention de mettre en cause l'Angleterre dans ce cas également, pour dénoncer une fois de plus une certaine mystique liée à la mission impérialiste britannique en Asie. Il aurait donc adapté la prédiction à la puissance anglaise, faisant allusion à l'opinion de certains qui la voyaient porteuse au cours des derniers siècles d'une influence occulte dont elle se serait servie pour affirmer son expansion à l'échelle mondiale. Les vraies raisons, du moins celles explicitement déclarées, pour lesquelles Narad Mani attaqua la ST et sa fondatrice, ne pourront que laisser perplexes même les lecteurs les plus favorables à Guénon. L'hindou, en effet, part à l'assaut du théosophisme, mais ne le fait pas en défense d'une doctrine traditionnelle, ni ne dénonce en lui une subtile et dangereuse agression, fruit de quelques politiques anti-orientales pernicieuses. Non. Son écrit s'élève contre les fondateurs de l'AST, au nom du spiritisme le plus vulgaire et des médiums authentiques, entre guillemets. Selon Narad Mani, Elena Petrovna Blavatsky aurait eu pour tâche de discréditer les vrais spirites en usant de tous les moyens, y compris les plus frauduleux. En réalité, s'il ne s'était agi que de cela, nous ne devrions sûrement pas lui en faire trop vivement le reproche. Narad Mani cautionne donc la cause faisandée du très trivial Modern Spiritualism, mais sans laisser transparaître le fond de sa pensée, à savoir s'il croit vraiment ou non à la communication des défunts avec les vivants. Il est pour le moins déconcertant de savoir qu'il René Guénon, en utilisant les textes du Swami, laissant entendre qu'il puisait ses informations à des sources qualifiées d'origine hindouiste. Narad Mani faisait partie de ceux qui défendaient ouvertement l'opinion commune à un vaste courant cultiste selon lequel il y avait à l'origine du Modern Spiritualism une initiative due à l'impulsion donnée par un centre occulte. À partir de la date fatidique de 1848, ce centre aurait répandu la communication avec l'invisible dans le but de combattre le matérialisme envahissant. Intéressant ça, ce centre aurait répandu la communication avec l'invisible dans le but de combattre le matérialisme envahissant. Parmi ceux qui soutenaient cette thèse, on trouvait la fantomatique Hermetic Brotherhood of Luxor, HBL, organisation occulte plutôt éphémère à laquelle, comme on sait, Guénon fut lié et dont le Swami aurait été un représentant. Pour certains, cette croyance est parfaitement fantastique et romanesque, mais elle pourrait sans doute perdre ce halo d'invraisemblance si on renonçait à un langage trop aventureux pour ramener les choses à leur juste proportion. Il suffira en effet de parler de suggestions, un genre d'influence psychique qui n'ont rien de fantastique. En ce qui concerne en revanche Baptême de lumière, on ne connaît malheureusement pas les réactions des lecteurs, dont de nombreux spécialistes de l'antimaçonnisme, aux textes diffusés de manière si ambiguë et dont les thèmes singuliers cherchaient à associer délibérément la cause du christianisme à celle du spiritisme. Que HPB ait toujours nourri des sentiments clairement anti-chrétiens et anti-monothéistes, de concert avec une méfiance marquée envers la religion, en général, c'est un fait connu et établi.
mais si sa mission s'était limitée à la destruction du Modern Spiritualism, il y aurait eu, du moins du point de vue des adversaires du spiritisme, rien à redire, et ce bien que l'œuvre de démolition apparut contraire, selon l'opinion de Narad Mani, aux intérêts de la maçonnerie universelle, institution dont il se réclamait volontiers. Le fait que le Swami fasse allusion aux rivalités entre cette maçonnerie universelle et le Grand Orient n'est pas dénué d'intérêt pour arriver à comprendre vers où penchaient ses sympathies. Plus incompréhensible étant donné le caractère de la femme, est assurément l'absence de réaction de Clarin de la Rive, qui ne faisait suivre d'aucune analyse critique les déclarations parfois très bizarres de son mystérieux collaborateur. Dans cette défense d'office du spiritisme, phénomène que Guénon combattra en se servant d'argumentations qui ont leur logique, Narad Mani dévoile à plusieurs reprises une mentalité peu rassurante. En effet, utilisant un langage plus conforme à ses adversaires théosophistes, il écrit « Devant cette persistance opiniâtre à ne pas se laisser jouer, Madame Blavatsky, secouant son tonnerre de fer blanc, avait juré ses grands dieux qu'elle démolirait le spiritualisme et le matérialisme, deux choses contre lesquelles, si on en croit l'histoire, les frères de l'ombre n'avaient jamais jusque-là et n'ont jusqu'ici cessé de fulminer et de combattre. » Fin de la parenthèse. Cette défense inattendue du matérialisme, et non pas du seul spiritualisme, semble rapprocher le cas de notre hindou de celui tout particulier des initiés, diffuseurs d'erreurs opposées sur lesquelles Guénon se pencha dans le premier chapitre de l'erreur spirite. Ainsi donc, ce dernier, sans reconnaître ouvertement le caractère licite de pareille stratégie, en admettait du moins la validité pratique, trouvant parfaitement normal l'exercice qui consiste à répandre une erreur pour neutraliser la propagation d'une autre erreur. Nous pouvons dire que Guénon, en ne condamnant pas de manière nette et sans équivoque ce qui apparaît comme une aberration, jugeait implicitement légitime, tout en déclarant que ce n'était pas là son attitude de conserver la vérité pour soi-même uniquement. Dans ce jeu compliqué, celle-ci se voyait donc assigner un rôle, sinon proprement occulte, du moins difficile à déchiffrer, et de toute façon non avantageux pour ceux auxquels seules les erreurs étaient destinées. Très peu cohérent sur le plan de la logistique, mais en accord avec son mode de pensée, le Swami se lancera aussi dans ses articles contre le matérialisme, oubliant que ce devait être une tâche à laisser aux frères de l'ombre. L'emploi même de cette expression typique, en vogue chez les théosophistes, semble montrer au-delà des rivalités une parenté, au moins dans la mentalité de l'hindou, avec le mouvement qu'il critique si durement par ailleurs. Le fait que ces interventions, faites au nom des vrais médiums et du spiritisme le plus banal, sont avant tout des moyens de dénoncer les fraudes de H.P. Blavatsky et de ses associés. Elles semblent manquer de sincérité et paraissent surtout soucieuses de réduire le problème constitué par la société théosophique à une simple question de morale. La tentative même d'opposer la théosophie pseudo-chrétienne d'une associée de Madame Blavatsky, la duchesse de Pomard, au théosophisme antichrétien la première, sonne faux. On devine donc que Narad Mani appartient, ou du moins à des relations qui restent à éclaircir, avec le milieu pour lequel il ne paraît pourtant pas nourrir beaucoup de sympathie. Comme presque toujours dans des cas de ce genre, on trouve chez Narad Mani des informations incontrôlables mais non invraisemblables sur la carrière mouvementée de Madame Blavatsky. Il écrit que cette dernière, de passage à Paris en 1873, avait été évincée d'une loge occulte où on était parfaitement instruit à son égard, comme à l'égard de ceux qui jusque-là lui avaient dicté son rôle. Or, en fonction de l'année indiquée, si les responsables de cette évanescente loge occulte, assurément pas l'hermétique Brotherhood of Luxor, ont cru alors opportun de l'éloigner de leur rang, on a peine à croire qu'ils le firent parce que, comme le laisse entendre le Swami, ils n'en partageaient pas la stratégie. Plus vraisemblablement, étant donné que nous sommes au début de la mission américaine de HPB, il s'agissait de sauvegarder une certaine discrétion tout en recourant, quelque chose qui n'a rien d'insolite dans le cas considéré, à des méthodes peu diplomatiques. Pour en rester à des vues générales, on peut affirmer que lorsque, pour une raison ou une autre, Madame Blavatsky devait aborder un chapitre nouveau de son existence haute en couleur, on ne choisissait pas toujours, afin d'en déplacer la figure encombrante d'une région à une autre, les méthodes lui convenant le mieux, ce qui rendait sa vie difficile là où elle s'était installée. Quant à percer l'identité des acteurs inconnus, s'abritant derrière sa personnalité, et chargé d'en suivre les manœuvres, c'est chose quasi impossible. Percer ce mystère, ce serait détruire le secret qui entoure les supérieurs inconnus du théosophisme. Tâche à vrai dire ardue, ce qui ne nous empêchera pas de formuler plus loin des hypothèses en mesure, nous l'espérons, de rapprocher la solution de l'énigme. Pour l'instant, rappelons une fois de plus que l'année 1873 marque une étape fatidique pour Madame Blavatsky. Elle est alors au début du mandat en vertu duquel elle allait, tout en défendant les phénomènes spirites,
en fournir une interprétation nouvelle et nettement opposée à celle jusque-là acceptée par les médiums. Cette nouvelle vision de la théorie spirit, selon laquelle les phénomènes étaient produits par autre chose que l'âme des défunts, n'était pas appréciée par Narad Muni. Elle n'en était pas moins beaucoup plus proche de celle généralement soutenue par la théologie que des élucubrations des néo-spiritualistes. La destruction du spiritisme par HPB, si redoutée par le Swami, faisait cette fois un contraste curieux avec son antichristianisme bien connu, et c'est peut-être pour cette raison que Narad Muni se sentait dans l'obligation de livrer au lecteur une autre information extraordinaire, destinée à semer encore plus de confusion. Je cite, « En définitive, depuis son aventure au Caire, jusqu'à la fondation de la société dite théosophique, Madame Blavatsky, poussée par quelqu'un, n'avait fait que jouer une indigne comédie dont l'objet était d'appuyer secrètement la politique de ceux en faveur de qui, H.R. Goujno, des mousseaux avaient combattu autrefois, qu'en affirmant sans preuve que le fluide psychique ou esprit vital ne faisait qu'un avec l'agent démoniaque, il accusait les médiums de n'être que des possédés diaboliques et donnait au spiritualisme le nom de satanisme. » Fin de citation. Cette déclaration confuse associait deux personnalités totalement incompatibles à un même programme politique patronné par une organisation anonyme, sûrement formée selon le Swami par des religieux, lesquels probablement se confondaient avec les inévitables jésuites. En l'occurrence, si notre hypothèse est juste, l'accusation eût été vraiment grotesque. Il suffit de songer au sentiment que HPB nourrissait envers la compagnie de Jésus. Les affirmations citées relèvent des accusations que les occultistes des tendances les plus différentes, mais souvent cachées derrière le commode paravent d'obédience maçonnique en concurrence, se renvoyaient. L'exemple le plus connu de ces luttes sourdes nous est fourni par la rivalité qui existait entre la franc-maçonnerie spiritualiste et la plus orthodoxe, s'il est permis de s'exprimer ainsi, obédience du Grand Orient de France, cette fois accusée par la première d'être au service des jésuites. Cette dissension, peu importante en elle-même, n'en était pas moins destinée chaque fois à faire sentir leur effet assez loin, puisque dans le camp antimaçonnique et les différentes factions de l'Église gnostique. L'une des armes impropres employées avec assez peu de cohérence par ceux qui prenaient part à cette diatribe consistait à préciser l'affiliation maçonnique du personnage que l'on voulait présenter sous un éclairage négatif. On retrouve cet expédient discutable chez Narad Muni lui-même dans Baptême de lumière. Il fera précéder plus d'une fois le nom de l'intéressé d'un beau F, frère, ou d'un S, sœur, quand il était censé s'agir d'une sœur. On voyait que le personnage ne s'encombrait pas de scrupules. En juger par la verve féroce dont il faisait preuve pour dénoncer autrui, on peut supposer qu'il entendait se montrer digne du rôle que son nom paraissait lui assigner. Une source indienne compétente affirme en effet que ce surnom devrait être lu Narad Muni, épithète qui désigne dans les Puranas celui qui parmi les dieux bavarde et médit. Le pseudonyme apparaît donc bien choisi, car s'il est vrai que les accusations du Swami contre le théosophiste ne sont pas totalement imaginaires, il y a beaucoup de médisance dans ses écrits, chose difficilement justifiable quand on connaît sa défense du modern spiritualism qu'il opposait aux embrouilles et aux tromperies de ses rivaux. Quant à l'habitude dénoncée plus haut de faire ressortir le frère maçon dans une nette intention provocatrice, nous rappellerons que Guénon lui aussi eut recours, notamment dans l'erreur spirit et le théosophisme, à cette méthode contestable, et ce dans le but de mettre en relief chez les personnages ainsi traités leur relation avec des milieux et mouvements qui n'avaient rien d'orthodoxe. Les considérations que nous venons de développer sur les motifs de la critique par Narad Muni du courant théosophiste sont aussi l'occasion de relever une certaine incohérence dans la partie de l'œuvre de Guénon qui se proposait de combattre à titre propédeutique la fausse spiritualité au nom de l'ésotérisme et de la métaphysique. On trouve en effet dans le théosophisme Histoire d'une pseudo-religion, à cause du zèle avec lequel Guénon a adopté les thèses du Swami, une approbation implicite de la méthode que l'oriental avait utilisée dans le baptême de lumière pour combattre la société théosophique. L'erreur spirit, en revanche, nous offre une réfutation du spiritisme en une condamnation des vrais médiums, défendue, on l'a vu, par Narad Muni quand il lui tenait à cœur de polémiquer avec Madame Blavatsky. Il est clair que Guénon, dans ce dernier cas, a désavoué sans le vouloir le mystérieux hindou, dont il ne pouvait assurément pas partager toutes les convictions en dépit de la dette qu'il avait contractée envers lui. Il nous paraît peu vraisemblable de penser que Guénon ignorait les vraies raisons pour lesquelles Narad Muni avait si violemment mis en cause la ST, et c'est pourquoi il faut se demander quelle était vraiment la nature des rapports entre ces deux personnalités. Même si l'hindou, comme l'a précisé Guénon à Luc Benoît, n'avait fait qu'à poser sa signature à Baptême de lumière, il est évident que Guénon approuvait, ne fût-ce que de manière implicite, le ton nettement néo-spiritualiste des articles en question. Sur ce point précis, on peut donc en conclure que le problème de l'approbation de leur contenu n'est que déplacé, non résolu.
Abstraction faite des doctrines hindoues, la lutte entreprise par le Swami, ou l'un de ses alter-ego, contre les fondateurs de la Société théosophique, a en fait l'allure d'une querelle de famille. Si on tient compte d'ailleurs de la date de parution de ses écrits, on a l'impression d'être en présence d'une vengeance ou d'un règlement de compte posthume avec Madame Blavatsky et le colonel Olcott. Il se peut qu'à cette époque, le mouvement théosophiste ait pris un caractère imprévu aux yeux des indéfinissables individus artificieux qu'il avait primitivement favorisés.